Voilà, bonjour à tous. Nous sommes encore super ravis de vous accueillir, super nombreux aujourd'hui pour suivre notre webinaire. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial. Vous avez deux intervenants pour le prix d'un. Vous aurez Guylain Dominé qui va faire la synthèse de ce qu'on a appris avec lui sur la suite Google Edu. Et Sébastien Place qui fera de même avec la suite Office 365. Donc vraiment, l'objectif du jour, c'est d'avoir des outils de comparaison et de pouvoir faire la synthèse, de poser ces questions. Vous allez voir, le format du webinaire va être légèrement différent. Alors ici, j'invite sur scène Guylain Dominet. Bonjour Guylain, comment vas-tu? Bonjour à tous. Sébastien Place aussi en même temps. Hop, j'apparais pour m'invoquer. Et je charge la petite présentation pour pouvoir vous expliquer comment nous allons procéder aujourd'hui. Partager un média, hop. Voilà. Alors déjà, je vous dis 4000 fois merci parce que vous êtes presque 4000 à avoir participé à nos webinaires depuis le début. Donc c'est vraiment un score vraiment impressionnant pour nous. En tout cas, on est super contents de vous accueillir. Pas 4000 différents, mais 4000 connexions et 4000 participants. Hein. Mais il y en a de toutes les régions. Donc aujourd'hui, je rappelle, on va faire vraiment la synthèse entre les deux outils. Vous utilisez peut-être d'autres outils aussi. Le but, c'est vraiment d'avoir un outil de comparaison et de pouvoir poser toutes les questions à nos experts du jour, en sachant qu'il y avait des questions qui étaient restées en suspens et c'était une de vos demandes de pouvoir aborder ceci. Alors personnellement, donc je suis technopédagogue et responsable de l'EduLab à Technofuturtique, mais je suis aussi instituteur dans mon école et pour éviter tout conflit, je peux déjà annoncer que j'utilise les deux plateformes dans mon école, mais ça on est reviendra. Alors Guylain, j'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, effectivement, je travaille en France à l'atelier Canopé de Lille. L'atelier Canopé, c'est un tiers-lieu pédagogique. Il y en a un par département en France. Et puis, j'ai la chance d'avoir pu travailler ces dernières années sur de nombreux projets éditoriaux ayant trait au numérique. Et cela se retrouve naturellement dans les différentes certifications que j'ai pu valider durant la dernière décennie. Et comme vous pouvez le voir sur mon joli t-shirt, j'ai effectivement ces certifications autant chez Microsoft que chez Apple, que chez Google, etc. Donc, même si effectivement aujourd'hui, j'aurais à cœur de parler plus précisément de la G Suite, eh bien, il se trouve que j'ai le plaisir quand même d'avoir le pied dans ces différents univers. Alors Sébastien, je veux rien dire, mais c'est quand même la deuxième personne qui s'habille pour toi de manière différente. Hein. Donc, je ne sais pas quel effet tu fais à nos participants. Je dois avoir une aura, tu vois, je ne sais pas. Alors nous avons Sébastien qui va se présenter aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Sébastien Place et je suis spécialiste en solutions pédagogiques pour Microsoft Belgique. Et avant ça, j'étais enseignant dans le secondaire avec une spécialisation au niveau de l'usage du numérique au travers de mes cours. Voilà. Et tu es un peu le monsieur Microsoft de Wallonie chez nous pour représenter un peu... Oui, c'est ça. Donc, je suis le responsable de Microsoft Belgique pour toute la francophonie belge au niveau du segment maternel, primaire, secondaire, secondé par l'excellent Benjamin Nizet qui s'occupe de l'enseignement supérieur. Exactement. C'est d'ailleurs tout de suite, hein, c'est ce que je voulais mettre dans la dernière slide, c'est ce que je voulais piquer à l'univers Microsoft. En fait, c'est Benjamin Nizet que je voulais piquer. Et ça coupe de cheveux. Oui, mais quel homme, quoi. Alors aujourd'hui, le webinaire, donc ça va être un tout petit peu différent. Vous voyez, on a déjà deux orateurs. Je suis content, je suis au milieu, au niveau des fenêtres, c'était pas prévu. Je trouve que ça se passe déjà pas trop mal. Donc il y a une phase d'introduction où Sébastien va présenter ses 5 forces pour lui de la suite Office 365, en sachant que vous allez peut-être voir d'autres forces et on va pouvoir en discuter aussi. Et Guylain va faire de même et présenter 5 forces de la suite Google Edu. Je vois dans les commentaires qu'il y en a qui sont nouveaux, donc on vous invitera vraiment à aller voir les webinaires précédents. Ici, c'est vraiment un format synthèse. On va discuter comme ça pendant une quinzaine de minutes pour présenter ses forces et peut-être un peu les faiblesses aussi. Et ensuite, il y aura toute une phase de débat et de questions-réponses où on va essayer de répondre à la plupart de vos questions. Alors, avant de démarrer, les amis, je reviens sur les différents sondages. Oui. Alors, on a 35% des personnes qui utilisent Office 365, 22% à la suite Edu. On a quand même 30% qui utilisent déjà les deux. Oui. Et il y a 14% qui utilisent d'autres plateformes. Je ne les ai pas vus passer dans le chat. Je ne sais pas si vous avez mis des noms spécifiques, je ne pense pas, mais on a... J'ai vu du Moodle, j'ai vu Khan Academy. Ah oui, Khan Academy, tout à fait. Et j'ai vu ces deux-là. Voilà. Alors, au niveau des fonctionnalités, les deux qui sont le plus utilisés pour le moment, c'est communiquer avec ses élèves, avec 62% des utilisateurs, envoyer des travaux aux élèves et travailler en équipe et faire de la visioconférence. Ce sont les 4 utilisations principales qui sont liées aussi à la situation actuelle. Hein. Ouais, oui. Tout à fait. Alors, Sébastien, je t'invite à commencer et à présenter pour toi les 5 forces qui te semblent
les plus pertinentes par rapport à la suite Office 365. Ok, super. Et donc, je peux actionner moi-même les slides, mon cher? Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. Ah, c'est génial, c'est convivial chez toi. Et donc, moi, j'ai choisi un premier point fort, vraiment le fer de lance, je pense, d'Office 365 Éducation, c'est le slide sur l'inclusion. Parce qu'en fait, dans l'ensemble de toute la plateforme Office 365, dans la plupart des outils et au travers même des utilisations via le navigateur Internet, Microsoft a développé un système qui s'appelle le lecteur immersif et qui adapte les contenus textuels au niveau des différentes ressources qui font partie de la plateforme à destination des élèves dyslexiques ou des élèves à fort besoin d'apprentissage de la lecture ou encore des élèves primo-arrivants éventuellement qui ne maîtrisent pas la langue. Et donc c'est un outil qui a été développé comme un facilitateur d'apprentissage et un égalisateur au niveau des ressources et donc l'inclusion de ce point de vue-là, mais aussi sur d'autres aspects, notamment pour les personnes à mobilité réduite, etc. C'est vraiment un point fort au niveau des solutions Microsoft et quelque chose qui est énormément développé et mis en avant. Et donc ça, c'était vraiment un premier point que je voulais soulever. Et très accessible et très présent dans la plupart des outils Microsoft. Hein. Ouais, tout à fait. On le retrouve dans Teams, dans Forms, dans Word, et même dans Minecraft. Et même dans Minecraft Education, tout à fait. Et ça, donc, je ne savais pas, donc j'apprends quelque chose en plus aujourd'hui. C'est génial. Il est repris dedans aussi. Et donc, en fait, techniquement, il va être repris partout, en fait, si c'est pas déjà le cas. Alors, la force numéro 2, c'est les combinaisons infinies et centralisées. Parce qu'en fait, au niveau de la construction des applications Office 365 et de la réalisation des objets pédagogiques qu'on va pouvoir faire au travers des différentes apps, en fait, les applications sont construites pour pouvoir se combiner les unes avec les autres. Et donc, le nombre de productions qu'on peut faire déjà dans une app est démultiplié par les interactions qu'on va pouvoir faire avec les autres applications. On peut mettre, par exemple, un Forms dans un Sway, dans un Teams. On peut mettre un Forms dans un Stream, dans un Teams. On peut mettre un OneNote dans un Sway et inversement. Et donc, en fait, en jouant comme ça sur des matrioshkas de différents niveaux d'échelle, on peut créer une infinité d'interactions. Et c'est vraiment une énorme puissance dans les outils Microsoft. C'est leur capacité à s'articuler entre eux pour produire de nouvelles choses inédites qu'ils n'étaient pas capables de produire individuellement. Et en plus, maintenant, la force, c'est que tout est centralisé dans une même interface beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile, beaucoup plus centralisée, qui est Teams, tout simplement. Super, super. On passe à la troisième force. N'hésitez pas à commenter si vous pensez que c'est une force que vous aussi, vous trouvez par rapport à la suite. On vous posera la question des autres forces après, hein, mais n'hésitez pas à commenter dans le chat aussi et d'interagir avec nous par rapport à ce que Sébastien présente. Et donc la troisième force, c'est aussi la capacité de personnalisation et d'ouverture des différents outils qu'on va retrouver. Alors ici, j'ai cité 4 titres, il y en a un qui est très connu, c'est Teams. Et donc, on peut encapsuler, par exemple, dans Teams, n'importe quelle web app pédagogique qui nous semble intéressante. On peut connecter dans Teams des ressources, notamment, par exemple, des Google Docs, des Google Drive, des Dropbox. Et donc, au travers des autres apps qui sont citées ici, bon, j'ai dit Automate et Power Apps, mais ce sont des constructeurs en fait qui sont disponibles pour les écoles qui utilisent une plateforme Office 365 et qui permettent d'aller chercher des ressources, d'aller chercher des flux d'informations sur plein d'environnements différents qui n'ont rien à voir avec Microsoft à la base et qui vont permettre d'injecter ou d'intercaler ou d'intégrer toutes ces différentes formes de ressources et de contenus directement dans des environnements comme Teams. C'est un excellent exemple, c'est aussi l'intégration par exemple des Moodle nativement dans Teams avec un connecteur spécial qui a été développé ici en janvier et février par Microsoft, ou bien inversement d'intégrer Teams dans Moodle en utilisant le même connecteur. Et plus récemment, par exemple, avec un outil comme WooClap, c'est la même chose. Et plus récemment, depuis cette semaine, WooClap a développé une application native dans Teams qui permet donc de bénéficier du service WooClap, qui est absolument génial en termes d'interaction, directement dans Teams, juste en branchant une fois le connecteur et l'interaction entre les deux applications est complète. Alors, ton image, tantôt du Rubik's Cube fait réagir, d'autres parlent de couteau suisse, et je pense que ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Ouais, tout à fait. J'ai juste pas trouvé de couteau suisse en image Minecraft, donc voilà. J'ai pris le Rubik's Cube parce que c'est Alors, la quatrième force, c'est que ce que j'apprécie particulièrement d'un point de vue pédagogique dans les outils Microsoft Education, c'est qu'ils sont orientés de base sur une formation par les pairs.
C'est-à-dire que c'est pas le paradigme de base, je suis le professeur, je vais transmettre mon savoir et mes compétences à mes élèves, mais surtout, ça met en avant le fait que les élèves sont en eux-mêmes des ressources pédagogiques mobilisables, ils ont des vécus, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, et donc tous les outils dans leur préconfiguration au niveau d'Office 365 sont orientés en ce sens. Ça perturbe parfois certains enseignants ou certaines écoles qui débutent avec la plateforme et qui veulent reconfigurer les choses, c'est tout à fait possible, mais dès le départ, c'est pensé, un élève peut apporter quelque chose dans un débat, un élève peut apporter quelque chose dans la formation, et donc ils peuvent autant contribuer, tant dans les conférences, dans les échanges de contenu, dans les échanges de fichiers, que dans la création d'objets numériques pédagogiques. Et ça, c'est un point que j'adore. Et dernière force alors, Sébastien, à présenter aujourd'hui. Donc c'est le prolongement à l'infini, puisqu'en fait Office 365, c'est un élément qui fait partie d'un écosystème beaucoup plus large, qui est l'écosystème de l'ensemble des solutions Microsoft. Et en utilisant une plateforme Office 365, beaucoup d'écoles ignorent qu'elles peuvent prolonger cette gestion numérique à distance avec des services comme Intune et Azure, qui sont en fait à la fois une partie prenante d'Office 365 et un complément et une extension. Et donc en réalité, ça permet par exemple, à partir d'Office 365, de contrôler avec les sessions Office 365 l'ouverture des machines Windows, des tablettes Android, des iPads, des iPhones, des téléphones Android. On a également des clients qui ont été développés pour certaines machines en Linux. Et donc, il y a vraiment ce prolongement de pas seulement une plateforme numérique pédagogique, mais la partie de tout un système de gestion, de prolongement de l'expérience, et aussi des outils de virtualisation, donc qui vont permettre aux écoles qui en ont le besoin, je pense aux écoles qui ont des cours informatiques ou des écoles techniques avec des besoins très spécifiques et très poussés, de pouvoir faire tourner tous ces systèmes et ces services sans avoir besoin d'acheter systématiquement des vraies machines et du matériel, mais de pouvoir utiliser ça dans un espace virtuel qui est l'espace Azure. Et est-ce que cette gestion peut se faire par un enseignant, par exemple, ou c'est déjà, il faut une formation quand même peut-être un peu La plus... gestion des machines peut être allouée en fait à un enseignant ou plusieurs enseignants, des personnes responsables à qui on va donner des droits et qui vont pouvoir, avec une console distante, contrôler l'ensemble d'un parc informatique d'une école ou seulement un petit segment. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps, mais que les écoles découvrent ou redécouvrent depuis quelques mois seulement. Et c'est, voilà, le fait que ce soit juste une pièce d'un grand puzzle parfaitement rodé et combiné, je trouve que c'est vraiment intéressant de le rappeler ou de le faire découvrir. De le faire découvrir. Alors voilà, Sébastien vous a proposé sa 5 forces. On va déjà prendre quelques petites questions, mais avant, je vous lance un petit sondage. Premièrement, j'espère que vous avez bien compris les 5 forces présentées par Sébastien. N'hésitez pas à poser vos questions justement par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est des questions un peu plus générales, on y reviendra après. Alors le petit sondage, c'est... Publier le sondage. Quelles sont les forces, donc, vous, qui vous semblent les plus pertinentes? Est-ce que c'est l'inclusion, justement, avec le lecteur immersif? Est-ce que c'est la combinaison infinie centralisée? Cette possibilité vraiment de combiner tous ces outils qui sont l'un avec les autres, embriquables comme un couteau suisse? Est-ce que c'est la personnalisation et l'ouverture, un peu comme l'intégration de Booklab et l'outil dans Moodle, etc., le fait qu'on puisse l'intégrer de multiples façons? Est-ce que c'est la formation par les pairs, qu'on va certainement aussi retrouver dans le versus G Suite? Et enfin, le prolongement à l'infini, est-ce que vous aviez déjà pensé à cette partie-là, à Intune et Azure, qui sont un peu plus des outils qu'on entend moins souvent, en tout cas, hein, Sébastien? Et d'autres, il y en a qui l'écrivent dans le chat, donc j'ai jeté un petit coup d'œil dans le chat aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez les pourcentages, donc on en a beaucoup. Enfin, la grosse force, Sébastien, où ils te rejoignent, c'est vraiment la combinaison infinie centralisée, le fait que tu puisses combiner tous les outils les uns avec les autres. Et puis, c'est la personnalisation et l'ouverture, ainsi que l'inclusion. Est-ce que tu veux réagir à ce petit sondage? Est-ce que ça te semblait cohérent avec ce que tu pensais aussi? Bah écoute, c'est plutôt... ouais, c'est vraiment sympa, donc... voilà. C'est du même avis. Alors, on va poser quelques petites questions. Je vais en prendre 3-4 en sachant que tout à l'heure, il y aura un moment vraiment lié pour les questions. Alors ici, par exemple, tu avais une question que je me suis déjà posée. Hein. Vous allez pouvoir répondre à tous les deux, mais quand on a fait un Google Form, est-ce qu'on peut le transformer dans Forms 365? Est-ce qu'il y a un lien qui permet de transformer ces formes de l'un vers l'autre? Pas à ma connaissance. Non, c'est pas possible. Hein. Ben non, parce que ce sont des objets numériques différents avec un codage différent, et donc leur seule ressemblance, en fait, c'est l'emploi du mot Forms dans l'intitulé des deux applications. Sinon, en termes de développement codage, il n'y a aucun point commun. Donc... Alors, quel est le mode d'emploi pour inscrire son école? On reposera la question tantôt à Guilain par rapport à la G Suite, mais comment est-ce qu'une école peut s'inscrire pour avoir accès au service 365? Est-ce que ça prend du temps? Quel est le délai? Alors, si l'école a un nom de domaine, elle sait ouvrir son panneau Internet pour gérer son nom de domaine là tout de suite, pour déployer Office 365, ça prend 3 minutes.
3 minutes de déploiement. Ouais, 3 minutes de déploiement. Et c'est toi qui pousses sur un bouton et c'est parti, non? L'école complète un formulaire, en fait. Dans le cadre de ce formulaire, il y a une question posée sur le domaine. Et dans les 3 minutes, la plateforme est déjà prête. Ici, actuellement, vu le confinement, on a inversé le principe de validation. C'est-à-dire que l'école qui déploie a une plateforme complète avec 5000 licences profs et 5000 licences élèves jusqu'au 19 septembre en auto-validation temporaire, et là jusqu'à cette date pour effectuer la validation complète, c'est-à-dire faire reconnaître son nom de domaine et se faire valider auprès du service Microsoft Éducation par un ticket de support à l'intérieur du panneau. Voilà. Alors, est-ce que des outils comme Quizzes ou Learning Apps s'imbriquent aussi dans la suite Office 365 ou simplement par lien? Enfin, est-ce qu'il y a déjà... Tu vois les outils Learning Apps, etc. Si tu connais... Oui, alors, il y a le moyen de les intégrer sous forme d'hyperliens ou de contenu embarqué déjà dans les applications. Mais bien entendu, il est toujours possible de prolonger cette intégration. Et là, en fait, c'est un travail que je mène aussi depuis 2 ans maintenant, d'aller à la rencontre des développeurs d'applications pédagogiques. Parce qu'en fait, il y a des petites balises à rajouter dans leur code, mais c'est vraiment quelque chose de très très simple, qui permettent en fait de faire vivre la dynamique de leurs applications nativement dans les environnements Microsoft Éducation. Et donc, c'est excessivement facile à mettre en place. Et donc, je vais à la rencontre aussi, en plus de l'accompagnement que je fais des écoles, de ce développement d'app pour favoriser les meilleures intégrations possibles. Alors, je vais encore te poser 1 ou 2 questions, mais je vous promets pas qu'on va répondre à tout, hein, mais il y aura un moment prévu pour. Il faut savoir qu'en moyenne, vous posez entre 100 et 150 questions par webinaire. Donc, ici, c'est déjà un petit peu plus calme, donc on va essayer un peu d'y répondre. Est-ce que tu sais réexpliquer brièvement ce que c'est qu'Intune et Azure? Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement compris. Et nous dire si à la fois c'est payant aussi. Est-ce que c'est un service payant ou est-ce que c'est un service qui fait partie de la suite Office 365? Alors, sans complexifier, Azure, c'est une technologie sur laquelle se construit Office 365. C'est les serveurs de Microsoft, en fait, tout simplement. Mais le fait d'avoir un Office 365, ça fait que les utilisateurs, la plateforme qui existe pour l'école, tout ce qui est fait dedans peut interagir à un niveau plus élevé. Je pensais notamment à la connexion sur des machines, etc. Alors, Azure fonctionne dans une version de base avec la plateforme Office 365 et il y a des versions de licences supplémentaires qui permettent d'aller vers plus de puissance pour faire fonctionner par exemple des machines virtuelles ou bien jouer sur aussi donc Intune, l'autre élément dont je parlais, qui lui permet la gestion des appareils distants. Et donc ces 2 éléments font partie en complément de licences payantes, mais qui se combinent directement et nativement dans Office 365. J'espère que ça a été plus clair pour les participants et on y reviendra si vous avez encore d'autres questions de ce côté-là. Maintenant, je vais donner la parole à Guylain qui va de son côté présenter ses 5 forces, également par rapport à la G Suite. Merci. Voilà, Guylain, je te donne la parole. Eh bien, merci beaucoup. Alors pour le coup, on va sérieusement changer d'univers parce qu'on vient de parler quand même de choses assez complexes avec Azure et Intune. Moi, je vais revenir vraiment à l'utilisateur et à propos de l'expérience utilisateur. On va parler de design, c'est-à-dire que l'une des grandes forces de Google pour l'éducation, c'est très clairement l'expérience utilisateur. La grande sobriété du design, qu'on appelle le material design, qui est né dans le cerveau notamment de Matthias Duhart, un designer il y a maintenant un certain nombre d'années. Ce design, en fait, ce langage visuel va faire en sorte que les usagers vont très très rapidement finalement s'emparer de l'ensemble des services et des applications. La courbe de progression est tellement rapide qu'on peut être relativement stupéfait quand on voit des usagers qui ne sont pas forcément des power users, qui utilisent massivement le numérique et qui vont très rapidement se saisir de cet environnement, autant pour la création de cours que pour le partage de documents, pour tout un tas de composants de la culture numérique qui étaient relativement peu présents chez eux. Et ça tient justement à cette expérience utilisateur qui est profondément unifiée, avec une interface très simple, on en reparlera tout à l'heure avec Google Docs notamment, c'est-à-dire qu'en apparence, ça a l'air très épuré, et ce l'est. Mais dans les faits, justement, c'est dans cette facilité de prise en main qu'on va rapidement adhérer à l'univers. Et si on adhère rapidement à l'univers, derrière, on l'utilise, on collabore et on crée. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. On passe moins de temps à essayer de comprendre comment marche l'interface pour créer du contenu. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la première farce. La deuxième, tient à une spécificité tout à fait majeure. Je pense que
Google Education fonctionne, je vais en parler après, avec l'ensemble des systèmes d'exploitation, mais il est clair que si on veut un mariage le plus optimal, c'est très clairement la combinaison de Chrome OS, du Chromebook et de la G Suite. Puisque là, on a la fusion parfaite du logiciel et du matériel. Et ça va se retrouver dans des petites choses qui facilitent le quotidien. L'ordinateur qui démarre en 10 secondes, on a juste à mettre son identifiant Google Education et boum, toutes ces applications redescendent en une dizaine de secondes, un peu plus si on a des applications Android. On peut changer de machine quand on veut finalement, hein. On peut commencer avec son Mac, on peut ensuite repasser sur le Chromebook, on peut passer sur un autre Chromebook. Si jamais on a laissé son Chromebook à l'école du fait du confinement, on peut en prendre un autre, se connecter et retrouver l'intégralité de ses services, de ses documents, de ses applications. Donc cette fusion-là rend le monde numérique extrêmement abordable. Et là encore, si on réfléchit à l'expérience numérique qu'on peut avoir avec ces objets informatiques, il est indéniable que si vous prenez un PC que vous venez d'acheter, la meilleure machine au monde, vous la sortez, vous prenez un Chromebook, vous le sortez du carton, vous la mettez vis-à-vis, vous démarrez votre expérience. Eh bien, pour une machine, pour un environnement, vous allez avoir du temps finalement avant de pouvoir être efficient, opérationnel, pouvoir travailler. Et je crois que ce binôme G Suite Chrome OS rend l'expérience utilisateur encore particulièrement efficiente. Alors, j'ai pas mal parlé de création de contenu par-delà finalement l'univers. Eh bien, je crois qu'en fait, on a une sorte de triptyque. Donc là, on n'a plus un binôme, on a trois jambes, hein, 3 pattes pour ce tabouret. On a très clairement la collaboration. On le sent bien dans tout l'univers de Google Education que on cherche à favoriser les interactions, les échanges, la co-construction. Ceci s'opère naturellement par la continuité. On peut passer d'un appareil à l'autre. On peut passer de son iPhone à un téléphone Android, on peut passer sur un Chromebook, on peut passer sur un PC Windows, on peut passer sur un Chromebook. On va pouvoir retrouver tous ces documents, continuer à travailler, et donc un continuum, il n'y a pas de rupture technologique, et ça c'est particulièrement agréable, et ça favorise justement la continuité pédagogique. Et puis, il y a, je crois, quelque chose d'essentiel. C'est à mon sens une très grosse différence d'un point de vue philosophique. Office 365 préexistait avant sa version éducation. Ça existait notamment dans cet univers de la bureautique des entreprises. C'est particulièrement puissant. Sébastien nous a montré la puissance de cet environnement. De l'autre, je crois qu'on est sur un environnement qui est né quasi de manière concomitante, avec cette perspective d'aller sur le terrain éducatif. Et ça va se retrouver avec un ensemble de services qui sont très clairement liés à la culture. Prenons quelques exemples. Moi, il y en a un vraiment sur lequel je suis toujours stupéfait par la beauté du dispositif, c'est le Google Art Culture. C'est juste prodigieux. On peut avoir accès à des contenus de musées aux 4 coins de la planète, on a accès à du contenu en 3 dimensions, on a du contenu immersif, c'est juste stupéfiant. Pensons à Google Books, qui est né en même temps que la suite, où on a eu de vastes projets d'archivage, de scan d'ouvrages pour les mettre à disposition, et de la même manière, les usagers peuvent aussi créer leur propre bibliothèque numérique et les retrouver quel que soit le support. Pensons aussi à Google Scholar, qui permet de faire des recherches dans les ressources scientifiques aux 4 coins de la planète, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en sciences dures, et de se constituer des prises de notes d'une très grande richesse et qui peuvent être aussi amendées, modifiées, enrichies. Et puis bien évidemment, je ne pourrais pas terminer sur ce versant sans parler de Google Classroom, bien évidemment, qui, en cette période de confinement, est bien évidemment une pièce maîtresse de Google Pure Education. À cela, eh bien, j'ajouterais qu'il y a une force assez perturbante, je pense, justement pour tous ceux qui sont chargés de l'environnement technique. Je crois que pour des techniciens, pour des administrateurs réseau, il n'y a pas pire cauchemar qu'une évolution constante. On essaie de stabiliser un système, il ne faut pas trop que ça bouge, une fois que ça tourne, voilà. C'est vrai que de ce point de vue, la G Suite offre au contraire un cycle d'évolution extrêmement rapide. Pour faire simple, c'est à peu près toutes les 6 semaines où vous allez avoir une version majeure de Chrome OS et puis qui va s'accompagner bien évidemment de ces évolutions dans la G Suite. Et donc par petites touches, hein, si vous suivez un peu l'actualité, on a vu des modifications, des apports dans Google Meet, j'ai pu en parler lors des précédents webinaires. On a ainsi cette surprise par petites touches, mais extrêmement régulières, d'évolution, de correctifs, d'amélioration. Et ça rend aussi l'expérience utilisateur particulièrement sympathique, puisqu'on ne révolutionne pas, mais au contraire, on a l'impression d'avoir un écosystème finalement qui est en écoute de ce qui se passe du côté des usagers. Mais je peux comprendre qu'effectivement, d'un point de vue technique, pour un administrateur réseau, ceci semble être l'horreur absolue.
Et je terminerai justement quasi comme un rebond sur ce qu'a pu évoquer Sébastien tout à l'heure. C'est sur cette question d'ouverture. Effectivement, hein, l'image de ces poupées gigognes hein, qui vont s'emboîter, on va retrouver quelque chose d'assez similaire dans la G Suite, mais je n'utiliserai pas pour le coup l'image des poupées gigognes. J'utiliserai plutôt la perspective d'un puzzle. J'ai parlé tout à l'heure du material design, hein, d'un design extrêmement épuré. Eh bien, prenons le comparatif entre, par exemple, Word et puis Google Docs. On a l'impression ici d'avoir vraiment deux logiciels aux antipodes l'un de l'autre. Eh bien, là, je crois que la philosophie s'incarne bien. C'est-à-dire que Microsoft Word, Sébastien en parlera certainement 1000 fois mieux que moi, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant de demander au nombre d'auteurs aux quatre coins de la planète qui l'utilisent. De l'autre, Google Docs semble tellement simple. Mais en fait, c'est dans cette simplicité qu'on va pouvoir trouver la puissance, puisque grâce au module complémentaire, on va pouvoir transformer ce Google Docs en un magnifique logiciel pour créer des partitions de musique. Pour d'autres, on en fera une machine excellentissime pour écrire son prochain roman avec des feuilles de style magnifiques. On pourra l'utiliser pour intégrer des éléments de design, par exemple des icônes en haute définition, etc. Bref, il y a cette capacité d'évolution de Google Docs qui fait qu'on part d'une interface très simple. Et c'est à chacun finalement de faire sa propre expérience utilisateur, de faire son propre Google Docs. À l'inverse, je pense que Microsoft Word offre immédiatement pléthore de fonctions. Le tout, c'est qu'en termes d'interface utilisateur, je pense qu'il faut le pratiquer extrêmement longuement pour finalement trouver chaussure à son pied. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire moi sur ces quelques forces de la G Suite. Super, Guilain, je te remercie de la même manière que Sébastien, je ne t'ai pas remercié tout à l'heure après. Je pense déjà pouvoir dire que les forces que vous avez présentées se retrouvent aussi dans les deux écosystèmes. Il faut savoir que pour nos deux intervenants, c'est un exercice pas facile de choisir uniquement 5 forces et de laisser l'autre réagir, etc. Maintenant, Sébastien, c'était pas prévu, mais je pense que ça vaut la peine que tu puisses interagir aussi par rapport à ce que Guilain vient de présenter. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou des choses à exprimer par rapport à la présentation de Guilain? Donc finalement, l'expérience qui est présentée dans la combinaison entre la G Suite et le Chromebook, c'est exactement ce dont je parlais de manière très très résumée dans le management distant des machines en fait de Intune. Parce que le concept d'Intune Education, c'est exactement ça. C'est ma session Office 365, quel que soit l'ordinateur sur lequel je me connecte, ou un iPad, ou une tablette Android, ou un appareil dans n'importe lequel de ces écosystèmes, je vais avoir via mon OneDrive et la collection d'applications, tout mon écosystème qui va se transposer. Donc on a un produit qui fonctionne exactement sur le même principe, mais qui a la capacité de ne pas être limité à un OS, mais à 5 plateformes d'OS différentes, à la fois dans la distance, dans le temps et dans le nombre et la précision des applications. Donc ça, c'est un point qui, je pense, que je n'avais pas assez développé dans ma première partie. Et au niveau de l'interface, je rajouterais dans la comparaison Word et Google Docs qu'en fait l'interface d'Office a beaucoup changé. C'est-à-dire que rien que sur les 18 derniers mois, grosso modo, on a des variations dans le ruban, on a aussi une forme de simplification qui a été initiée déjà depuis Office 2010, qui maintenant arrive à un degré d'aboutissement, et qui fait qu'en fait, il y a plusieurs manières d'afficher Word Online. Il y a une petite coche à faire en haut qui permet d'avoir un ruban simplifié, qui permet d'avoir l'essentiel des fonctionnalités de base pour 80 à 85% de tous les utilisateurs et utilisatrices. Mais qui est déjà une version apurée du logiciel. Hein. Exactement, exactement. Et donc voilà, on va retrouver finalement aussi ces mêmes user-exp, donc expérience utilisateur optimisée, à la fois sur les deux outils. Sur les deux outils. En tout cas, je vous félicite parce que c'est vraiment un exercice pas évident. Guilain, on va permettre aux participants de poser leurs questions plus dédiées à la plateforme que tu viens de présenter. Pendant que je vais voir les petites questions, je vous lance le même petit sondage par rapport aux forces qui ont été présentées pour Google Edu. Quelle est celle qui vous semble la plus pertinente? Est-ce que c'est l'expérience utilisateur? Est-ce que c'est l'écosystème G Suite Chrome OS? Les 3C, collaboration, continuité, culture, mais qu'on retrouve aussi de l'autre côté. L'évolution constante, vous avez tous les deux des outils qui évoluent à une vitesse VV Prime. C'est une force pour moi des deux outils. C'est qu'il y a une évolution, ça répond aux besoins des utilisateurs, ça répond vraiment à tous ces besoins. Est-ce que c'est plutôt l'ouverture des apps, les modules complémentaires qu'on a découverts lors de ton dernier webinaire qui permettaient vraiment de transformer un outil pour l'améliorer et le personnaliser? Alors, on se rend compte que c'est vraiment l'expérience utilisateur. Je vais laisser encore 30 petites secondes le temps que vous répondiez.
Déjà, il y a une vraie il y a déjà un pas profondément marqué, hein. Là, on est à 70% sur l'expérience utilisateur, hein. Pour moi, c'est une excellente bonne nouvelle. C'est une excellente bonne Eh nouvelle. oui, parce que c'est le premier contact, en fait. Et on sait à quel point ce premier contact est fondamental. Euh, à tous égards, hein, que ce soit votre belle-mère qui s'y connaît pas, que ce soit un élève qui débute complètement sa vie numérique, que ce soit des enseignants qui ont pu être fâchés avec le numérique. Je crois que toutes ces personnes ne peuvent qu'être sensibles à ce premier contact. Et il est, à mon sens, profondément déterminant. C'est bien plus facile de bâtir ensuite quand il y a immédiatement cette accroche qui s'opère, plutôt que le syndrome du hérisson. C'est « oula, ça me paraît trop compliqué ». Donc c'est une excellente nouvelle que ce soit l'expérience utilisateur qui l'emporte. Alors, au niveau des questions, tu as une question de Abdelatif qui se demande, moi je ne connais pas, c'est pour ça que je me permets de le poser, Ouais. c'est une question très franco-française. D'accord. Est-ce que tu sais gérer les comptes des élèves comme le Quartz, qui est un système de gestion des serveurs au lycée français? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, toute l'interface en fait d'administration de la G Suite se fait par une page web, en fait, tout simplement. Et on gère, on crée les comptes, on peut les créer par groupe entier. On peut migrer les données d'un compte une fois que l'élève quitte l'établissement. On peut bien évidemment transférer les droits à un tiers. Oui, bien évidemment. Et heureusement d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, je crois, on a pu en parler, Jonathan, les semaines passées. C'est d'ailleurs l'essentiel finalement du boulot que nous faisons au quotidien en tant qu'administrateur d'un domaine. C'est juste de gérer par exemple les mots de passe que les élèves ont oubliés. Oui, je pense que c'est l'utilisation principale. Ouais. J'en profite pour remercier toutes les personnes des pays différents des nôtres qui nous suivent. Ici, on a des questions de nos nombreux Français qui nous suivent. On a de plus en plus de Canadiens, de plus en plus de personnes provenant du continent africain et canadien. Ça devient vraiment top. Pour avoir une petite idée, la dernière fois, on avait 10% de Canadiens qui nous suivaient. Enfin, 10% du public était canadien dans le suivi de nos questions. Amitié à nos cousins. S'il te plaît ? Amitié à nos cousins, alors. Amitié à tous nos cousins francophones et autres. Alors, on a encore une question, mais je pense qu'on l'avait déjà posée lors des derniers webinaires. On ne peut pas transférer une classroom privée vers une classroom G Suite Edu, sauf si on se partage en tant qu'enseignant. Oui. Je pense que c'est la petite astuce. Complètement. C'est-à-dire que vraiment l'ouverture de Classroom pour un Gmail privé, je crois, a vraiment été fait pour permettre à des enseignants qui se posaient la question à ce à quoi ça ressemble, de pouvoir l'expérimenter. Mais je crois qu'effectivement, si très rapidement l'interface nous plaît, autant immédiatement se poser la question de passer, de toute manière, ça sera toujours mieux d'un point de vue éducatif, de passer sur un Google Éducation plutôt que de rester sur un Gmail privé. Ouais. Est-ce que Chrome OS est installable sur des postes autres que des Chromebooks ou ce genre de choses? Et oui, tout à fait. La meilleure solution, elle vient d'une boîte qui s'appelle Neverware. Google, d'ailleurs, participe au budget de cette entreprise. Neverware, en fait, propose le projet Chromium, puisqu'en fait Chrome OS est bâti pour l'essentiel sur des briques open source. Et donc, on peut installer Chromium, qui est Chromium OS, donc le système d'exploitation libre Chrome OS, sur des PC, même sur des Mac. C'est pas un problème du tout. Neverware propose les choses de manière très simple. On télécharge juste un petit logiciel. Il vous faut fabriquer une clé USB sur laquelle on peut démarrer. On démarre cette clé USB sur son ordi. On peut choisir de l'installer ou pas. Et c'est tout à fait compatible avec la G Suite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir administrer ces machines comme si c'était un Chromebook. C'est une excellente manière d'éviter de balancer des PC qu'on juge vieillissants. On peut vraiment leur donner une très bonne jeunesse. Nous, au boulot, on a des machines de 2010, par exemple. C'est vraiment des vieux coucous qui étaient vraiment sous-dotés déjà à la base. Ils font des merveilles, tout simplement sur Chrome OS, parce que c'est un système particulièrement léger. Alors, tu en as déjà un peu répondu, mais il y en a qui se posent toujours la question, quel est l'apport de passer sur un compte Google Edu? C'est vraiment, je pense que tu avais l'espace de stockage plus important, tu avais la gestion, tu avais... Ouais. Alors effectivement, c'est souvent ce qui plaît le plus parce que ça parle. Bon nombre d'enseignants vont payer leur abonnement Dropbox, Box.com ou autre pour leur stockage. Et c'est vrai que en passant dans une G Suite, immédiatement on se retrouve avec un espace de stockage monstrueux et c'est vrai que ça parle tout de suite. Mais je crois que c'est davantage tout l'écosystème que j'ai évoqué d'ailleurs dans mes 5 points qui sont importants. C'est-à-dire qu'on est là très clairement dans un environnement numérique dédié à l'éducation. Donc, on favorise les interactions. On est dans un système aussi qu'on peut vraiment cloisonner, si on ne veut pas l'ouvrir vers l'extérieur, de telle manière qu'en fait, on va développer la culture numérique sans finalement les défauts éventuels qu'on pourrait voir dans l'immensité du web.
Donc, je crois qu'effectivement, il faut assez vite se poser la question, quand on est habitué effectivement à ces outils, de leur pertinence dans un cadre éducation. Donc dans ce cas, il faut foncer plutôt sur la G Suite plutôt que de rester avec des comptes Gmail perso, etc. Alors, une petite dernière pour la route. On nous pose la question de savoir si dans Google Forms, tu vas avoir un jour, enfin, je sais que tu n'es pas devin, hein, mais Ah ouais, puis je ne suis surtout pas développeur. Est-ce que tu vas avoir des outils qui fonctionnent très très bien dans le Forms d'Office 365, comme les formules mathématiques ou l'automatisation des questions et ce genre de choses? Alors, il y a des choses qui peuvent fonctionner, notamment grâce aux modules complémentaires. Hein. Alors, je ne suis pas un spécialiste de maths, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. Il y a deux modules. Il y a Textio pour l'accessibilité et je ne sais plus comment s'appelle l'autre pour les maths, qui permettent déjà d'utiliser les formules, etc. Et puis, par contre, pour le reste du développement, là, je suis absolument pas devin. Surtout que, bon, j'ai parlé de la constante évolution. Google fait pas mal d'efforts sur la publication. Hein. Ils tiennent un blog. Il y a un blog qui est dédié à la G Suite, où on a les informations sur ce qui est en train de se faire. Et il faut savoir que la G Suite fonctionne selon deux rythmes. Il y a le rythme normal et il y a le rythme accéléré. Ce rythme accéléré qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on va trouver dans Windows avec le Windows Insider. On va pouvoir comme ça profiter de mises à jour qui arrivent avant. Eh bien, le cercle plus restreint en fait permet d'obtenir plus vite les nouveautés, de les tester, et on peut accélérer encore plus là en répondant au questionnaire pour tester en bêta les fonctionnalités dans son environnement. Voilà. Alors le gros avantage, c'est que ça ne met jamais en péril l'environnement, puisqu'en gros ça va juste être des fonctionnalités et on peut toujours rebasculer sur la version stable. C'est vraiment sympa de pouvoir tester ça. Par exemple dans Classroom, c'était vraiment judicieux de pouvoir le faire, par exemple pour le système d'évaluation, pour pouvoir voir un petit peu avec pas mal d'avance, souvent 6 à 8 semaines, parfois un peu plus d'avance, pour tester ces fonctionnalités. Alors, il y a encore plein de questions. Sébastien, je ne peux pas passer à côté de cela, c'est une question de Maxime. Pour moi, c'est la question principale. Comment ça se fait que Guilla a un t-shirt en étant MIE Teacher expert, alors que lui n'en a pas? Et moi, par exemple, aussi en étant MIE expert wallon, comment ça se fait qu'on n'a pas de t-shirt parce qu'à mon avis, Guilla l'a fait lors d'un passage de certification officielle, sans doute lors d'un événement. Et j'en ai même eu un pour mon anniversaire cette année. Et donc, voilà, nous ici, on vous avait certifié avant d'aller à Paris, et donc c'était pas un événement officiel, donc j'avais pas reçu de matériel promotionnel. Mais j'ai pas mis mes lunettes de soleil, parce que aussi. Avant d'arriver aux autres questions, c'est peut-être un moment aussi à proposer à tous les enseignants qui nous suivent que MIE Expert est un programme que tout le monde peut suivre, et peut s'inscrire. Et je peux dire un petit mot avant qu'on... Sébastien, je t'invite à dire un petit mot. Non, mais je t'invite à expliquer un tout petit peu. Donc, le programme MIE, donc c'est Microsoft Innovative Educator, donc les professeurs innovants Microsoft. C'est un portail mondial, en fait, sur lequel les enseignants peuvent aller s'inscrire à partir du moment où ils ont un compte Microsoft, soit un compte privé, soit un compte éducation. Et à partir de là, ils ont accès à des parcours d'apprentissage qui sont réalisés par des experts Microsoft, par des experts pédagogiques et par des enseignants du monde entier. Et en suivant ces parcours, on récolte des points, on valide des certifications, des badges, et on débloque aussi des accès à des certifications de niveau plus élevé, ainsi que des concours qui permettent d'être sélectionnés pour des événements mondiaux de Microsoft, comme l'Education Exchange, auquel tu as participé, Jonathan, et Maxime également, pas plus tard que l'an dernier. Et donc voilà, c'est le principe d'apprendre en s'amusant et d'être accompagné et coaché aussi par une communauté qui s'enrichit elle-même par ses apports. Et donc ça, c'est vraiment un programme que j'adore et que j'essaie de promouvoir. Et qui nous a permis de rencontrer François Tadei, qu'on reçoit demain au webinaire. Voilà. C'était la première fois qu'on a eu l'occasion de l'entendre et qui nous a beaucoup influencé dans le travail. Alors, Régine, la question que tu viens de nous poser, on l'avait prévue. Quels sont l'outil qu'il me manque dans l'autre plateforme? Guilain, je te redonne la parole. Eh bien, sans hésiter un seul instant, en gras majuscule, police 72, Minecraft, et notamment dans sa version Edu. On en a parlé avec Jonathan ce matin quand on a fait nos tests de micro, parce que pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires, j'avais une sorte de malédiction ultime sur les micros. Pour moi, c'est indiscutablement un outil que je souhaiterais voir intégrer la G Suite. Alors, c'est d'autant plus facile à imaginer que Minecraft fonctionne fortement bien sur Android, mais il se trouve que certainement pour des questions commerciales, la version Android n'apparaît pas dans le Play Store sur Chromebook. Et donc, le fait d'avoir Minecraft Éducation qui est parfaitement fonctionnel sur Windows 10, parfaitement fonctionnel sur iPad et parfaitement fonctionnel
imaginons-le, sur Chromebook, je crois que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver parce que ça permettrait à des élèves d'une même école et d'écoles différentes de pouvoir collaborer ensemble sur ce logiciel qui est vraiment génialissime. Et Sébastien, si je ne me trompe pas, il y a justement un webinaire cette semaine sur Minecraft Edu par notre collègue Jessica. Je reçois Jessica Dejas de l'EduLab pour présenter Minecraft Education et comment elle exploite ce logiciel de Serious Gaming dans ses projets éducatifs, dans les projets qu'elle a menés avec des élèves, dans les formations qu'elle donne. Et donc, ce sera vendredi après-midi, donc c'est à 14h si je ne dis pas de bêtises, sur mes webinaires que j'organise pour Microsoft Education toute la semaine. Et qui est entièrement gratuit pour le moment dans ce moment de confinement. Donc Minecraft Education, juste le fait d'avoir un compte Microsoft Education donne accès à Minecraft Education de manière complètement illimitée jusqu'à la fin juin, je crois. C'est 21 juin, je crois, la date. Enfin, pour l'instant, je pense que c'est fin juin, mais en tout cas, j'entends même des rumeurs de courant de l'été. Donc, d'accord, ok. Voilà. Inversement, Sébastien, quel est l'outil qui te plaît le plus dans la plateforme G Suite? J'ai eu beaucoup de mal à trouver une bonne réponse à cette question parce que en réépluchant tout et en réutilisant bien mes dernières données, en fait, on retrouve quand même, grosso modo, on a débattu, Guilain et moi, depuis tout ça, débattu. On a présenté les points de vue, mais en réalité, on a chacun axé sur des points spécifiques, mais quand tu fais un peu table rase de ça, les outils sont extrêmement, touchent en tout cas les mêmes objectifs. Et donc moi, je me suis intéressé à un point dans la G Suite que j'aime particulièrement, c'est l'intégration native de l'agenda en fait Google au niveau des différentes apps, notamment la Classroom. Et donc voilà, si je devais soulever un point que j'aimerais bien récupérer dans la plateforme, ce serait un agenda élève comme le Google Agenda ou en tout cas l'agenda Outlook en fait qui serait transposé directement dans Teams pour la classe. Ouais. Super. En tout cas, c'est vrai que c'est deux outils performants que vous venez de cibler ici. Vous voyez qu'ils font preuve de beaucoup d'humilité. Hein. C'est pas facile aussi de se dire voilà ce que j'aimerais bien avoir chez l'un et chez l'autre, en sachant que c'est deux plateformes vraiment à haut potentiel chacune. Alors ici, maintenant, on va rentrer dans un moment, on va répondre à toutes vos questions. On va essayer, en tout cas, il nous reste un gros quart d'heure pour faire un peu le tri dans vos questions et conclure. Alors ici, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de poser des questions générales. On ne fera pas de démonstration, on n'aura pas le temps de vous dire « Ah, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait ». Les questions contextuelles, dans mon école, j'ai ce problème-là, comment faire? On n'y répondra pas non plus parce que c'est pas le but de ce webinaire. Vous voyez, ils répondent quasi à tout, mais ils n'ont pas la science infuse. Peut-être qu'ils vous diront cette question-là, je ne sais pas y répondre là maintenant. Je trouverai une astuce pour vous y répondre, ou alors ils n'ont pas simplement pas la réponse. C'est comme tout enseignant avec ses élèves. Vraiment, respect, bienveillance. Je pense qu'on l'a depuis le début de ce webinaire et c'est vraiment chouette parce que on voulait vraiment ne pas avoir cette image de combat entre deux plateformes totalement. On avait hésité quand même, Jonathan, à sortir les gants de boxe, mais on s'est dit actuellement, ça ne fait pas bien. Le truc là, c'est que je suis au milieu, tu vois. Donc, c'est pas avant. Et donc, je rappelle l'objectif, c'est vraiment faire la synthèse de ces deux suites et vraiment vous aider à vous positionner. Alors, au niveau des questions, je vais aller un peu chercher les questions. Et rapidement, je veux dire, enfin, il y en a qui sont un peu plus rapides. Est-ce qu'on peut intégrer WooClap dans la G Suite? Je pense que ça, il n'était pas sous forme d'intégration comme dans Teams, mais sous forme d'un lien ou ce genre de choses. Non, mais en fait, alors, déjà, il y a le connecteur G Suite, qui est quand même une sorte de clé universelle, on va pouvoir se connecter d'un service à l'autre. Par exemple, j'utilise mon connecteur G Suite pour Soundtrap Edu, pour faire du podcasting ou autre. Je vais utiliser ce même connecteur dans Book Creator pour la création de livres. On a comme ça une clé unique qui permet de passer de service en service. Et c'est la voie finalement pour le moment qui est possible. Après, sur l'intégration plus poussée au sein des services, les développeurs peuvent utiliser les API proposées par Google pour justement imbriquer les différents services. Donc après, là, pour le coup, je suis pas dans le secret des dieux sur ce qui se passe au niveau de WooClap, mais vu la popularité du service, je serais étonné en fait qu'ils ne cherchent pas davantage à intégrer davantage. Et quand tu parles de la clé, c'est la clé de connexion qui permet de se connecter. Exactement, tout à fait. Aussi avec une qu'on va retrouver avec 365, qu'on va retrouver aussi Apple s'y met aussi, pour avoir effectivement un single singing experience, avec un seul identifiant, on se connecte à l'ensemble des services, ce qui fait que les élèves n'ont pas besoin de retaper 15 000 mots de passe différents, etc. Ça simplifie encore le parcours. Ça ne remplace pas l'intégration que vous avez mis en place dans WooClap qui est beaucoup plus forte. Parce que le single sign-on avec WooClap et Microsoft, il était déjà en place en fait. Ça date déjà même de l'intégration de WooClap dans PowerPoint. Et donc ici, ça rajoute vraiment le fait d'avoir WooClap. On a toute sa console de WooClap, on peut lancer les questions, les quiz, etc. directement dans Teams. Donc ça, c'est vraiment c'est la panacée.
Alors, une question que je savais qu'on allait nous poser, c'est que deviennent les données hébergées des élèves dans une plateforme ou dans l'autre quand ils quittent l'établissement? Est-ce que ces données restent propriété de l'école? Enfin, j'extrapole un peu les questions, ou est-ce enfin, que deviennent toutes ces données, en fait? Sébastien, ou je sais pas qui est-ce qui commence. Je peux la répondre au bon, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Puis que voilà. Donc ici, les données en elles-mêmes, elles sont sur la plateforme Office 365 de l'école, et comme le stipule le RGPD, comme c'est le cas pour les dossiers papier administratifs des élèves, qui sont également des données, on associe toujours données à des données informatiques, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs la masse de données centrée sur les individus dans le monde scolaire est beaucoup plus de la donnée administrative papier encore actuellement que de la donnée numérique. Eh bien c'est à l'école à mettre en place un plan clair qui est communiqué dans les règlements et lors de l'inscription des élèves sur qu'est-ce qui va être utilisé de ces données durant la scolarité de l'élève, et quel va être le taux de conservation de ces données et la quantité conservée de ces données par l'école pour de bonnes raisons justifiées après. Et donc, c'est la même chose que quand vous inscrivez le nom, le prénom, l'adresse postale sur une fiche papier que vous remettez à l'école à l'inscription. Vous donnez là 3 données privées et vous êtes en droit, quand votre enfant a fini sa scolarité, de récupérer ces données, c'est-à-dire de faire en sorte que l'école les efface de ses archives. Et donc, ici, c'est pareil. Donc, il y a des politiques qui sont mises en place par les écoles pour se conformer au RGPD. Et la plateforme Office 365 permet à 100% aux écoles qui l'utilisent et la paramètrent correctement de répondre à tous ces cas de figure et à tous ces besoins de conformité. Super. Et toi, Guylain, de ton côté? Eh bien, pour le coup, j'ai là-dessus une certaine expérience parce que les usagers de l'atelier Canopé, en fait, peuvent disposer d'un compte dans notre domaine G Suite. Et donc, on va avoir des usagers qui vont changer de région, parfois changer de pays, changer de métier. Et donc, se pose pour moi chaque année la question de ces élèves qui quittent finalement l'établissement. Vous voyez, on a exactement le même mécanisme. Alors, dans la console d'administration, on peut parfaitement assurer le transfert de l'intégralité des données. Moi, je parle souvent de suicide numérique. En fait, on flingue complètement le compte, mais pour le coup, l'individu repart avec l'intégralité de ses données. D'autre part, donc ça peut être sur un support physique, tout dépendra effectivement de la quantité de données qui auront été hébergées durant les années de scolarité ou de fréquentation du lieu. Il y a un autre cas de figure qui me paraît essentiel, ça va être de pouvoir transférer aussi à un tiers. Donc, le cas présent, ça va être des collègues qui quittent l'institution mais qui souhaitent que leurs travaux puissent être poursuivis par d'autres. Donc là, on peut transférer le droit de propriété du contenu. Et puis, il y a un dernier cas de figure qui, lui, est pour les élèves le plus fréquent, c'est le passage d'une école à une autre. Quand on passe d'une école fondamentale à une autre, par exemple, eh bien, si les deux écoles ont un domaine G Suite, on va pouvoir glisser les données. Et ça, c'est aussi super important. Et je garde l'idée aussi, maîtresse, que ce sont des individus en chair et en os qui derrière administrent. Et donc, c'est extrêmement rassurant de pouvoir aller voir la personne en disant, mais voilà, j'ai telle ou telle chose que je voudrais opérer sur mes données. Est-ce que je te file mon disque dur externe? Est-ce que tu peux rapatrier tout cela, me copier tout ça sur ma machine? Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui me paraît aussi très importante sur la relation de confiance qui va s'opérer avec les usagers. Alors, on a une question liée Merci pour vos réponses à tous les deux. On a une question liée aussi au travail collaboratif. Est-il différent sur les deux plateformes? Je ne pense pas que l'objectif est peut-être de dire s'ils sont différents ou pas, mais peut-être dire quels sont les points forts du travail collaboratif de l'un et les points forts du travail collaboratif chez l'autre. On commence par Guylain. Sur l'aspect collaboratif, ce que je dirais, c'est la robustesse. C'est vraiment la robustesse du mécanisme. C'est clair que ça fonctionne royalement bien. Ça, c'est très satisfaisant. Et la deuxième chose, ça va être les différents paliers de collaboration qu'on va pouvoir imaginer entre lors du dernier webinaire, j'ai parlé notamment des drives partagés avec les différents statuts. On voit bien qu'on peut être très périphérique à un projet en étant juste lecteur, en commentant avec des post-it. On va pouvoir être contributeur, on va pouvoir passer en rôle d'administration. On a donc une collaboration qui peut se faire à plusieurs échelles. On parlera de collaboration pluriscalaire, pour parler comme les géographes. Et ces gradations permettent finalement d'avoir des collaborateurs qui sont parfois de manière un peu distante, mais qui aiment bien avoir un petit coup d'œil. Ça peut être aussi tout simplement son supérieur, qui veut quand même piloter de loin, qui veut pouvoir s'assurer que tout avance de concert. Et puis en termes de gestion de projet, puisque moi je suis chef de projet, ce qui est super important, c'est d'avoir une feuille de route et pour avoir comme ça le suivi d'un projet pour être certain de tenir les délais, etc. Et on a ces deux aspects, c'est-à-dire une forte robustesse du système de collaboration et des gradients
multiples pour pouvoir justement pour s'assurer que chacun trouve finalement sa place dans un projet. Ok. Et toi, Sébastien, avec une force quand même qui est, on a déjà une collaboration avec les logiciels aussi de base aussi. Oui, pour répondre à la question, moi je dirais que ça tient en un mot, c'est Teams. Parce que c'est la première application de collaboration au monde en termes de nombre d'utilisateurs depuis déjà maintenant de nombreux mois. Et c'est une expérience utilisateur absolument unique qui fait vraiment la différence en fait entre tous les autres outils, Google ou autres. C'est que Teams a cette force d'amener toutes les ressources nécessaires dans une seule interface, dans une seule app. C'est-à-dire pour faciliter des utilisateurs. Et Teams, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur de Teams, on a un espace collaboratif pour travailler avec tous ses collègues, pour travailler avec ses élèves, avec absolument toutes les ressources dont on a besoin directement dans une seule interface. Et on n'a pas besoin de sauter d'une application à l'autre, d'ouvrir 40 000 onglets et 40 000 boutons en fonction de ce qu'on veut faire. Tout va se jouer avec quelques boutons très simples, une interface très minimaliste, et on va retrouver là à l'intérieur des conférences, du partage d'écran, du partage de fichiers, de la gestion de droits d'accès, de la coécriture, de l'adaptation inclusive des contenus automatiques pour les personnes à besoins spécifiques. Tout ça avec 10 boutons maximum dans une seule interface sur une app qu'on retrouve absolument sur toutes les plateformes, sur tous les OS, et avec une expérience utilisateur au top. Même Linux. Y compris. Mais quand je parlais aussi de collaboration dans les logiciels, tu as quand même, quand tu travailles dans Teams et tu vas ouvrir par exemple un fichier Word, tu as 3 possibilités. Tu sais l'ouvrir dans Teams, tu peux dans le navigateur Word, et dans un onglet, tu peux l'ouvrir dans Word Pro sur ta machine. Donc bien évidemment, tu peux fragmenter, mais le choix par défaut n'est plus imposé. Tu n'es pas obligé de fragmenter ton interface de travail. Tu peux travailler dans une interface unifiée et puis choisir un onglet, hop, tu distribues. Donc on repense en fait à l'envers la construction d'une interface. On en propose d'abord une unifiée que la personne peut personnaliser en fonction des besoins. Et ça, c'est apprécié autant par les professeurs que par les élèves en fait. Quantité de stockage des deux plateformes, est-ce qu'on est dans de l'illimité? Est-ce qu'on n'est pas de... Quelle est la quantité de stockage par utilisateur, on va dire, ou de manière générale? Avez-vous un chiffre que vous pouvez annoncer, Sébastien? Alors, je n'ai pas tous mes chiffres de tête, mais donc globalement, on a un nombre de stockage pour une plateforme complète en licence A1 gratuite qui est colossal. On est en de téraoctets, donc j'en perds mes termes de stockage. Et donc ici, ce qui est important, c'est que du côté de la plateforme Office, on dit toujours c'est limité à autant par utilisateur. En fait, c'est pas vrai. Il y a une limite qui est mise par défaut au départ, mais que l'administrateur de la plateforme pour l'école peut moduler absolument comme il le désire ou comme elle le désire. Et donc, par défaut, c'est 1 téraoctet par OneDrive d'utilisateur au départ et 1 téraoctet par espace de fichiers SharePoint et Teams. Okay. Mais en fait, en un réglage, on peut faire monter ça à 5 téraoctets ou beaucoup plus. Simplement, Microsoft demande de justifier ce genre de demande quand on commence à faire monter les plafonds, dans le sens où on parle quand même maintenant de gestion plus rationnelle des serveurs de stockage, d'une forme d'écologie aussi des données. Et donc, c'est important de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, d'avoir de l'illimité qui expose tous les plafonds dès le départ? Est-ce que ça incite pas les gens à surstocker et à surnumériser de la donnée? Donc, il y a un plafond théorique, un espèce de plafond de verre au départ, qui est déjà calculable pour dire de réguler les gens et qui, voilà. C'est déjà impressionnant comme. Ouais, tout à fait. Et toi, Guilain? Eh bien, en fait, c'est simple. Je prendrais comme base l'ouverture sur un Chromebook. Dans l'application fichier, ce sont 10 téraoctets qui sont affichés sur un compte G Suite. Et comme le disait Sébastien, effectivement, c'est des données colossales. Moi qui suis un très gros usager, je dois être si je regarde mes derniers compteurs, je dois être à 350 gigas de données depuis maintenant 10 ans. Comme quoi, en étant vraiment très grands utilisateurs, je suis très loin du seul téraoctet. De toute façon, il suffit de se baser sur les supports de stockage physique que vous utilisez. Donc, en gros, si vous avez votre machine qui a 500 GB ou 1 téraoctet de stockage et que vous êtes déjà très loin de le remplir sur votre machine de travail et que vous avez éventuellement un disque dur, et je le souhaite d'ailleurs, un disque dur de sauvegarde pour votre machine, si vous additionnez les deux et que vous êtes même pas 1 téraoctet ou 2 téraoctets, dites-vous que vous êtes les rois du monde avec vos comptes éducation. Alors, on avait encore une question liée à la sécurité, comme tu reparles des Chromebooks. Est-ce que les Chromebooks aussi, tu as des engagements liés à la sécurité? Est-ce que Chrome OS, a quelque chose de stable au niveau sécurité également? Complètement. Il faut bien se rappeler, pour ceux qui l'ignorent, c'est que le cœur de Chrome OS, c'est Gentoo Linux.
c'est du robuste de chez robuste. Voilà, donc en termes de sécurité, c'est nickel chrome. Et la partie gestion des machines se fait aussi de manière extrêmement sécurisée, un suivi des machines, on peut savoir où elles sont, on peut les purger le contenu à distance. Enfin, bref, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans tout principe de MDM, de Massive Device Management. On va retrouver exactement les mêmes choses. Non, c'est vraiment un système particulièrement robuste, puisque son noyau l'est particulièrement. Super. Et encore une question pour toi, Guylain. Est-ce qu'il y a l'équivalent des NIE Teacher au niveau G Suite? Alors, légèrement différent. Alors, il y a des certifications chez Google, mais je crois que c'est quelque chose qui devrait certainement qui devrait se développer, je pense, parce que on a des paliers, on a le niveau 1, niveau 2, des certifications de Google Teacher, si vous voulez, et puis après on va passer en mode trainer. C'est pareil, je crois qu'il y a 2 paliers. Donc oui, il y a ce genre de certification qui s'opère. Mais c'est vrai que pour le coup, je pense que et du côté de Microsoft et du côté d'Apple, l'aspect communautaire, en tout cas pour l'Europe, est certainement plus marqué que ce qui peut se faire du côté de chez Google. Petit clin d'œil à Sébastien, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous devions justement organiser une journée Office 365 à l'Edulab et on devait proposer justement des certifications à NIE Teacher. Donc petit clin d'œil parce que dans mon agenda ce matin, c'est ce qui s'est marqué. Rappel, la notification journée Office 365. Sébastien. Contacté par d'autres personnes inscrites aussi qui se posaient des questions. Donc, Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On te fait venir débattre avec la G Suite. C'est super. Un petit clin d'œil par rapport à cette journée qui était vraiment. J'espère que les gens apprennent des choses. C'est surtout ça qui est intéressant parce que ici notre discussion est très sympathique, mais on ne fait que toucher en fait la surface des choses en réalité. Et donc, je pense que si les gens ici se posent des questions, ont envie d'en savoir plus sur les outils, il n'y a pas de magie, il n'y a qu'à les utiliser. Et je pense que c'est vers ça, de toute façon, qu'on va, je pense, tendre vers la conclusion. En tout cas, j'espère. Oui, les gens peuvent se faire une expérience, ils peuvent tester un produit, ils peuvent tester l'autre, ils peuvent bénéficier des outils gratuitement. Il faut qu'ils viennent à la rencontre des solutions pour trouver ce qui leur convient le mieux et aussi qu'ils ouvrent leur perception de manière très très large. Je pense que ça, c'est aussi bien valable pour une suite que pour l'autre, avec les arguments qu'a soulevé Guylain et ceux que j'ai relevés aussi. C'est qu'il ne faut pas voir une plateforme pédagogique comme un outil qui sert uniquement à faire des cours ou des documents pour faire des cours. On est dans le monde du numérique et donc on va toucher à un système d'engrenage, un petit engrenage qui va en enclencher un plus grand et un plus grand. Et en fait, tout ça dans un écosystème comme dans l'autre ou dans les trans-écosystèmes mélangeant de l'Apple, du Google, du Microsoft, peu importe, tout est interconnecté et tout agit toujours comme l'Internet mondial en fait. Que serait l'Internet mondial sans un des grands acteurs comme Microsoft, Google, Apple et compagnie, on y revient. Et donc, c'est important de bien avoir conscience quand on utilise ces outils, on doit les penser collectifs, on doit les penser à l'échelle d'une école, on doit les penser à l'échelle d'un réseau, on doit les penser à l'échelle aussi d'une évolution des utilisateurs depuis la classe de maternelle jusqu'à la fin de l'université. Et il faut penser à une transversalité dans toutes les directions sur ce que l'outil permet de faire dans son état de base et des prolongations qu'il permet aussi, tant en termes d'usage qu'en termes de pédagogie, qu'en termes de socioconstructivisme ou de métacognition. Je pense qu'on te rejoint de toute manière, tous les trois, on est sur la même position. Je te rassure, moi j'ai appris énormément dans ce webinaire, même au niveau débat, etc. C'était un webinaire un peu différent. Vous voyez, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'interactions, et c'était vraiment pour offrir une suite et réaliser une synthèse. Alors ça me permet de lancer un petit sondage justement pour savoir à quoi a servi ce webinaire pour vous essentiellement. Est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre les avantages des deux outils? Donc vous pouvez aller dans la partie sondage. Pardon, j'ai dit un webinaire, un sondage, excusez-moi. Trouver les ressources pour aller plus loin, mais ça on va encore en parler parce que tous les deux vous offrent des opportunités pour continuer à vous former et ça c'est super important. Est-ce que vous avez passé un bon moment en notre compagnie? Vous pouvez sélectionner plusieurs, n'hésitez pas. Oui, ceci n'empêche pas cela. On peut passer un bon moment et essayer de se positionner sur les deux environnements. Exactement. Et on espère aussi que vous allez vous poser encore davantage de questions. C'était ça un peu l'objectif aussi, c'était de ne pas réduire ce questionnement en question d'aujourd'hui, mais vous permettre d'aller plus loin. Ben, on se rend compte quand même, les amis, qu'on a quand même bien travaillé, je pense, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand je vois les objectifs remplis, c'est sympa de voir que 36% ont mieux compris les outils. Il y en a qui vont trouver des ressources pour aller plus loin. On a passé un bon moment avec nous. Ça, c'est super important. Donc, voilà. Merci en tout cas pour votre participation, mais ce n'est pas terminé. Ici, simplement,
c'est ce que je disais tout à l'heure, pour trouver des ressources pour aller plus loin, on a Guylain ici qui offre l'opportunité de rejoindre un cours qu'il a fait dans Google Classroom, qui vous permet, vas-y Guylain, je peux Eh bien, oui, donc c'est un cours en fait qui est né en même temps que ce projet de collaboration de webinaire. L'idée, c'était de pouvoir prolonger l'expérience, puisque un webinaire, c'est 1 heure. On a pu le voir, beaucoup de questions, on ne pouvait pas y répondre immédiatement, parce que parfois c'était trop précis. Donc l'idée, c'était de filer le lien qui s'était opéré entre vous autres participants et moi-même. Et donc, ce cours Google Classroom a vocation à nous faire durer dans le temps, avec une multitude de thématiques pédagogiques. On y traite autant de ressources que de scénarios. Et donc, vous pouvez rejoindre ce cours même si vous êtes sur un compte Gmail perso ou si vous êtes dans un domaine Google Éducation. Il faut juste que votre administrateur autorise le fait que vous puissiez rejoindre le cours d'une autre institution. C'est tout. Et donc, ce cours va vous permettre d'accéder à ce contenu, mais va vous permettre aussi d'interagir avec moi. S'il y a des questions que vous n'aviez pas encore posées ou s'il y a des questions qui vous viennent demain, après-demain, vous pourrez interagir. Aujourd'hui, on est à plus de 230 participants. C'est vraiment chouette. J'ai jamais eu une salle des profs aussi nombreuse, avec des interactions quotidiennes. Et ça, c'est vraiment précieux, outre les petits mots gentils, de remerciements, etc. Mais ça permet effectivement d'approfondir. On a eu justement, vous le verrez dans la partie trucs et astuces, j'ai une jolie section qui est née de comment je fais cohabiter justement mon 365 et ma G Suite, puisque j'utilise les deux, et comment, voilà, quand j'avance de concert. Donc il y a comme ça des sujets qui aussi vont naître de vos propres suggestions. Et j'ai vu que tu avais une super catégorie EduLab dans ton cours. Ah, bien évidemment, bien évidemment. Et il faut savoir que Guylain nous a dit aussi en aparté que les réflexions des Belges amenaient une plus-value à sa classroom, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et de l'autre côté, on a Sébastien aussi qui a des ressources qui vous accompagnent comme un fou, Sébastien, parce que je ne sais pas où tu trouves le temps dans toute la série de tes webinaires, dans les tutoriels que tu proposes, dans tous les outils que tu amènes à la communauté. Office 365 essaye d'élaborer les outils. Je ne sais pas si tu veux en toucher. Oui, je peux refaire un résumé peut-être de la diapo. Attends. Je la remets alors. Je la remets en temps. Oui. Donc, tout sur Teams, c'est un cahier OneNote, donc qui est l'outil virtuel de cahier d'apprentissage Microsoft qu'on retrouve dans les Teams, que j'ai créé et qui reprend des centaines d'heures de mon côté de travail, de parcours d'apprentissage, de ressources PDF, de vidéos, de tutos, de vidéos des webinaires que j'anime, pour permettre à quiconque de s'approprier tous les aspects d'Office 365 éducation avec les options les plus récentes. Donc c'est quelque chose qui est évolutif, j'y travaille tous les jours pour rajouter, encore hier soir je rajoutais mon dernier webinaire sur comment collaborer entre collègues dans Teams. Permanence Teams, c'est un raccourci qui permet d'arriver sur la page où j'annonce chaque semaine les minimum 15 webinaires que j'anime par semaine depuis le premier jour du confinement. Donc les 3 premières semaines de confinement, j'animais 6 webinaires par jour. Ici, maintenant, j'ai réduit la voilure à 3 par jour, mais ça continue encore. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir accueilli à la fois dans tout sur Teams, sur le support de formation, que sur l'ensemble des webinaires, actuellement déjà plus de 5000 enseignants, venant principalement de Belgique, mais aussi quelques Français, quelques Canadiens, quelques Suisses, qui viennent chaque jour m'accompagner pour apprendre un peu plus à utiliser pédagogiquement, de manière très pertinente et très facile les outils 365 Edu. Il y a aussi splc.be, ça c'est mon blog, qui finalement est devenu petit à petit le camp de base de toutes mes ressources parce que ça n'allait plus, donc j'ai tout remis là. Donc splc.be où on peut aussi me contacter par mail pour me poser des questions, etc. Je fais aussi de l'accompagnement du déploiement des plateformes Office pour les écoles avec mes collègues de l'équipe Microsoft Éducation Belgique. Donc en envoyant un mail, vous êtes sûr que vous avez une réponse dans la journée minimum. Et si vous rencontrez des problèmes, si vous avez besoin d'un accompagnement, on a mis en place un service de crise ici durant le confinement avec mes 5 collègues pour pouvoir y répondre. Et le dernier, Flipgrid, ça c'était aussi un outil Microsoft Éducation, mais qui ne fait pas nativement partie d'Office 365, il est indépendant. C'est un outil d'interaction vidéo absolument génial et je me suis servi de cet outil pour faire un mur de témoignages où les gens peuvent laisser une vidéo quand ils ont suivi ici un webinaire de l'EduLab ou un des miens pour donner un feedback de comment ils l'ont vécu, est-ce que ça leur a appris quelque chose et voilà, laisser un petit message positif.
Voilà. En tout cas, félicitations pour ce que vous mettez en place pour accompagner les gens dans leur transition numérique, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin pour le moment, et tous les deux, vous faites un travail remarquable, vraiment formidable. Bon, par contre, quand même, il faut apporter une nuance importante. Je crois que lors du prochain webinaire, Sébastien devra arborer un t-shirt Google. C'est tout. Oui, mais où est-ce que je peux m'en procurer, en fait? C'est ça. Eh bien, je crois que Sylvain Claudel, dans le chat, a mis un lien. Ah oui, donc il y a moyen de s'en procurer, parce que Eh oui. j'ai été certifié, en fait, il y a quelques années, tu vois, administrateur G Suite, puisque j'ai administré aussi les 2 systèmes pour des écoles dont je travaille encore dans l'enseignement. Donc j'ai une vraie expérience de terrain de G Suite, mais jamais à aucun moment dans cette certification, j'ai reçu un cabinet. Alors, il faut savoir aussi, plus qu'on on parle d'habits, etc. Sébastien a une cape OneNote mauve, et je vais demander qu'il la mette un jour pour un webinaire, mais il n'ose pas. Donc, si vous voulez insister qu'un jour, si on dépasse un certain plafond, je la mets pour un prochain webinaire où tu m'invites. Alors ici, je vois que Valérie réagit, Valérie Moll, qui est du CECP. N'hésitez pas à retourner vers les conseillers de vos réseaux qui font un travail remarquable. Il y avait Vincent Timourou, que j'ai vu dans le chat aussi. Ouais. Ils sont là pour être les premières personnes de terrain qui vous accompagnent aussi. Bertrand, qui est là aussi. Donc vraiment, allez vers vos conseillers qui vont pouvoir vous accompagner aussi et qui font un travail aussi collaboratif avec nous, pour la région Wallonne en tout cas. Alors, c'est le moment de conclure. On a réfléchi à une conclusion tous ensemble et on se posait la question si on va pas vous dire foncez sur les 2 outils, il faut utiliser les 2 là maintenant parce que c'est quelque chose qui est assez complexe. Un sondage pour la CAP, je vais peut-être le lancer la prochaine fois. Si vraiment notre conclusion c'était concentrez-vous sur votre outil de prédilection, celui où vous avez le plus d'affinité à l'heure actuelle. Et puis petite part après, quand vous maîtrisez bien cet outil, prenez le temps d'aller découvrir ce que les autres outils offrent en termes de fonctionnalité. Vous êtes d'accord avec moi tous les deux, je pense que la conclusion. Oui, tout à fait, mais moi je t'avais donné mon feedback. On ne l'avait pas entendu, ça. On en parlait ce matin, Jonathan, on pourrait presque faire une réponse c'est très français en ce moment, c'est très dans l'air du temps de dire en même temps. Là, on a l'avantage que la G Suite, c'est gratuit, donc on peut en fait avoir un domaine 365 et puis on peut avoir la G Suite aussi, on peut avoir les 2 en fait. Donc, on a le beurre, l'argent du beurre, je ne terminerai pas le proverbe, mais c'est assez commode finalement de pouvoir avoir le plaisir de tester les 2 environnements. Finalement. Je vais te comprendre le commentaire de Vinciane, il y a une petite erreur dans la numérotation de notre conclusion, il n'y a pas de numéro 2, donc le numéro 2 c'est bien la CAP, c'était un peu transparent, etc. Alors ici, une force qu'on avait ciblée dans les 2 outils, c'était qu'il y a une cohabitation possible avec des connecteurs multiples de l'un vers l'autre, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de 2 outils concurrents, de permettre d'avoir autant de connexions. On rappelle aussi qu'on a fait des webinaires sur la suite Office 365 et sur Google Edu, mais on encourage aussi l'utilisation des solutions libres. Et ici, on a parlé pas mal de Linux, qui se retrouve aussi derrière derrière tous ces outils, etc. Mais il existe des solutions libres et autres qu'on vous encourage aussi à exploiter et à découvrir. Et on se posait la question, en conclusion aussi, on s'était dit que ils offrent une approche différente, mais tendent vers une même finalité, qui sont les finalités qu'on a lancées au début, qui sont collaborer, qui sont de pouvoir communiquer avec ses élèves, qui sont de pouvoir envoyer des travaux, qui sont aussi de pouvoir gérer les tâches dans son école. Donc, on a des finalités assez communes. Et un gros point qui nous semblait pertinent, c'est que ces 2 plateformes qui offrent quand même des mises à jour, pas quotidiennes, heureusement, mais mensuelles au minima. En tout cas, elles apparaissent pas tout de suite, mais vous avez une grosse équipe de développeurs qui sont derrière. Je compte que par trimestre, ça se met à jour des 2 côtés, de toute façon. Alors, on a un petit peu débordé, et le temps que je vous explique le petit planning, j'invite Héloïse à vous envoyer le lien vers les fiches FSE et l'évaluation du webinaire. Les prochains webinaires, on en a planifié encore 2 pour la fin de cette semaine. On a un grand format avec François Tadei. Je vous encourage à venir le suivre demain, qui va nous présenter vraiment le concept d'apprendre au XXIe siècle et le concept de planète apprenante qui nous est très très cher, je pense, tous les 3 dans notre dynamique. Voilà, merci Héloïse pour le fichier FSE. On a aussi Manuela qui va présenter l'outil Génial.ly. Geniali, que je vous encourage à venir découvrir aussi, qui permet de créer des présentations dynamiques, mais elle va surtout le présenter dans l'état d'esprit de créer du micro-learning, comment je peux apprendre avec mes apprenants, avec un outil simpliste à l'heure actuelle en distance. Mardi prochain, ça c'est un webinaire qui me tient vraiment à cœur, on va parler de l'impression 3D et voir comment on peut l'intégrer justement en classe. Il y a pour le moment un gros mouvement lié à l'utilisation des imprimantes 3D pour aider les gens à créer des visières, à créer des clips pour les masques, etc. Donc, on a envie de montrer qu'il y a des enseignants qui font des choses extraordinaires, et ce sera avec Julien François, qui travaille à l'Athénée de Nivelles.
Et enfin, on aura un gros webinaire grand format aussi avec École Branchée et Audrey Miller qui vont nous permettre de voyager un tout petit peu dans ces temps où on est un peu cloisonné à la maison et de découvrir le système éducatif québécois, mais surtout l'intégration du numérique dans la pédagogie québécoise. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux de suivre nos webinaires et je vous dis à bientôt. À bientôt Sébastien et à bientôt Guylain d'avoir donné votre énergie à l'EduLab et à l'EduLab TV. C'était vraiment des moments super intéressants à vivre avec vous. Allez, À très prenez bientôt. soin de vous. Bye bye.